Regarde bien cette plaque de métal. Elle brille d'un rouge chaud, comme si elle avait de la lumière à l'intérieur. Et voilà le plus dur à croire. Ce morceau de cuivre est plus pur que l'or de ton alliance, plus pur que presque tout métal que tu as touché dans ta vie. Sur 10 000 parts, 9 999 sont du cuivre propre. Une seule part, 1 sur 10 000, est autre chose. Les ingénieurs appellent ça 4,9. 99,99%. Et maintenant, imagine un hall grand comme plusieurs terrains de football, rempli de bassins. Et dans ces bassins, des milliers de plaques comme celle-ci suspendues en rang, qui naissent toutes seules, sans que personne ne les touche. Chacune pèse autant qu'un homme adulte, environ 90 kilos, presque 200 livres. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fabrique le cuivre le plus pur de la planète. Et pourquoi, sans lui, il n'y aurait ni électricité, ni Internet, ni cette intelligence artificielle dont tout le monde parle. Allons-y étape par étape, parce que c'est dur à saisir même quand tu l'as sous les yeux. Le cuivre ne sort pas pur de la mine, pas du tout. Ce qu'on tire de la terre, c'est de la roche avec à peine un peu de métal dedans. Après l'avoir fondu et brûlé dans d'énormes fours, il reste ce que les ingénieurs appellent le cuivre blister. Ça sonne moche, et ça l'est. Une surface couverte de bulles, comme du pain mal cuit. Ce cuivre est déjà pas mal de métal, environ 98%. Ça paraît beaucoup, non? Eh bien, ça ne suffit pas, loin de là. Ensuite, on le repasse dans un autre four, on lui enlève encore des saletés, et il atteint 99%, presque propre. Et c'est là que presque tout le monde se dirait « ça y est, 99%, parfait ». Mais non. Pour la suite, ce 1% de saleté gâche tout. Ce minuscule reste de fer, de soufre, d'arsenic caché dans le métal, c'est exactement ce qu'il faut enlever. Et ça ne s'enlève pas au feu, ça s'enlève avec l'électricité. Avec un tour silencieux qui ressemble à de la magie, mais qui est de la pure physique. C'est ici que commence la belle partie. On prend ce cuivre à 99% et on le coule en plaques épaisses, plates, grandes comme une porte. Ces plaques s'appellent des anodes. Chacune pèse une fortune, entre 300 et 400 kilos, le poids d'une grosse moto avec un passager dessus. Et à côté de chaque anode pendent de très fines feuilles de cuivre déjà pures. Ce sont les cathodes, celles qui vont grandir. Et voilà un détail que presque personne ne connaît. L'anode est bien plus épaisse que la feuille d'à côté, alors elle tient plus longtemps. Le temps qu'une cathode finisse de grandir et qu'on la sorte, la même anode est toujours là, à nourrir la suivante. Une seule anode nourrit 2, parfois 3 cathodes de suite avant d'être complètement usée. Quand il n'en reste plus qu'un mince morceau, on le retire, on le refond et ça recommence. Tout ça, on le plonge dans un bassin rempli d'un liquide bleu, pas de l'eau ordinaire. C'est un mélange de sulfate de cuivre, ce que les anciens appellent la couperose bleue, et d'acide sulfurique. Une soupe chimique avec du cuivre dissous qui flotte dedans. Et on branche le courant. Mais peu, vraiment très peu. Voilà ce qui surprend tout le monde. Pas besoin d'un éclair, pas besoin d'une centrale entière. 2 à 4 dixièmes de volt suffisent. Moins d'un demi-volt. Une pile de télécommande dépasse 1 volt. Avec ce courant si doux, quelque chose d'incroyable se met en route sous l'eau. Je te raconte ça doucement, parce que c'est le plus élégant de toute l'histoire. Le courant pousse l'anode sale à se défaire, atome par atome. Le cuivre de l'anode se dissout dans le liquide bleu, devient invisible, se transforme en particules minuscules qui flottent dans la soupe. Et ces particules, attirées par le courant, traversent le bassin et viennent se coller une à une sur la cathode d'en face.
Comme si le métal déménageait sans se presser, grain par grain. Et la saleté? C'est là qu'est la magie. Le fer, le soufre, tout le mauvais n'arrive pas à faire le voyage. Ça reste en arrière. Et voilà le plus subtil. Il y a des métaux si nobles qu'ils ne se donnent même pas la peine de se dissoudre. Quand l'anode se défait, l'or et l'argent qu'elle contenait sont trop fiers pour entrer dans le liquide. Alors, au lieu de voyager, ils se détachent et tombent droit au fond. La crasse tombe au fond du bassin comme une boue sombre, et le cuivre qui atteint la cathode arrive impeccable, parfait, 4,9. Et maintenant accroche-toi. Cette boue du fond, cette saleté dont personne ne voudrait, est pleine d'or et d'argent et d'autres métaux très rares comme le sélénium et le tellure, ceux dont on a besoin pour les panneaux solaires et l'électronique. Les raffineries la récupèrent au fond, la sèchent et la traitent à part. Parfois, cette boue paie une bonne partie de toute l'opération. Un seul camion de cette boue peut valoir plus que des tonnes du cuivre lui-même. La saleté du cuivre vaut littéralement de l'or. Parlons maintenant de la taille, parce que là, tu restes bouche bée. Une seule plaque ne se fait pas en un instant. La cathode pend dans ce bassin et grandit lentement, très lentement, pendant 1 ou 2 semaines. Entre 7 et 14 jours à coller du cuivre, couche sur couche, jusqu'à sa taille finale, environ 1 mètre sur 1 mètre, un peu plus de 3 pieds sur 3 pieds et 1 centimètre d'épaisseur, moins d'1 demi-pouce. Et au bout, elle pèse ses 90 kilos, presque 200 livres, le poids d'une personne adulte. Mais personne n'en fait une seule. Un hall comme celui-là, ce que l'industrie appelle la salle des cuves, compte des centaines de bassins, parfois plus de 1000, l'un à côté de l'autre, qui se perdent à l'horizon. Dans chaque bassin tiennent des dizaines d'anodes et de cathodes alternées, comme un jeu de cartes plongé dans l'eau. Multiplie tout ça, des milliers et des milliers de plaques suspendues en même temps sous l'eau bleue, qui grandissent toutes en silence. Vu d'en haut, ça ressemble à un lac industriel découpé en cases parfaites. Et le plus étrange, ici, personne n'arrête la machine. Le courant travaille tout seul 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même pendant que tu dors. Pas de bruit de marteau, pas de feu, pas d'étincelle. Juste ce murmure électrique et le métal qui déménage d'un côté à l'autre, jour et nuit, sans s'arrêter. Une des usines les plus silencieuses et les plus précieuses qui existent. Et voilà la vraie question. Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi se battre pour ce dernier 1%? La réponse est dans chaque câble de ta maison. Le cuivre conduit l'électricité mieux que presque tout autre métal bon marché. Mais seulement s'il est propre. Chaque grain de saleté dans le métal, c'est comme une pierre au milieu d'une autoroute. Les électrons se cognent, freinent, chauffent et l'énergie se perd en chaleur. C'est pour ça qu'un cuivre sale chauffe et gaspille du courant. Et qu'un cuivre 4,9 laisse filer l'électricité presque sans résistance. Réfléchis. Les câbles qui amènent la lumière à ta ville. Les moteurs des voitures électriques qui contiennent des kilomètres de fils de cuivre enroulés, bien plus qu'une voiture normale. Et surtout ces énormes centres de données où vit Internet et où s'entraîne l'intelligence artificielle. Ils avalent tellement d'électricité que chaque gramme de chaleur gaspillée coûte une fortune. Un seul de ces halls de serveurs peut contenir des tonnes et des tonnes de cuivre, rien que pour faire passer le courant sans qu'il chauffe. C'est pour ça qu'ils veulent le cuivre le plus pur qui existe. Chaque dixième de pureté en plus, c'est moins de chaleur, moins de pertes, moins d'argent brûlé à la fin du mois. Ce n'est pas un caprice, c'est le sang du monde électrique. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'or rouge. C'est le seul métal coloré, comme l'or, et il est si nécessaire qu'il fait bouger l'économie entière de la planète. Alors dis-moi en commentaire, tu savais que l'électricité de ta maison passe par un métal né dans un bassin bleu? Écris « Je savais » ou « Aucune idée ». Et abonne-toi à Fabrica Vision
parce que la prochaine usine qu'on va ouvrir est encore plus incroyable que celle-ci. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales qui, par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés, mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La matte obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles.
Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent. Mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé, en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation. Chaque année, l'humanité extrait plus de 300 000 tonnes d'étain,
un métal qui a transformé l'histoire aussi profondément que l'électricité ou Internet. Imaginez, quelques grammes de ce métal à l'intérieur de votre téléphone maintiennent ensemble des milliers de contacts microscopiques. Et maintenant, imaginez que sans l'étain, l'âge du bronze n'aurait jamais existé. Mais il y a un secret que l'industrie dissimule soigneusement. Ne manquez pas la suite. Vous découvrirez un fait sur l'étain qui bouleversera votre vision de l'électronique moderne. L'étain n'est pas qu'un simple effet de mode. C'est un métal à l'histoire millénaire, profondément ancré dans le temps. Sa découverte fut une véritable révolution qui modifia à jamais le cours de la civilisation humaine, inaugurant ce que l'on nomme l'âge du bronze. Imaginez, les anciens artisans avaient appris à extraire le cuivre et à en fabriquer des outils. Mais le cuivre était trop tendre. Et voilà que, par hasard ou par expérimentation, ils découvrirent qu'en ajoutant au cuivre fondu un peu d'un autre métal alors inconnu, l'étain, l'alliage devenait incroyablement résistant, dur, plus facile à couler et gardait bien mieux son tranchant. Ce métal, c'était l'étain. L'alliage de cuivre et d'étain prit le nom de bronze. Épée, bouclier, outils, parures en bronze. Tout cela devint soudain accessible, conférant aux civilisations anciennes un avantage considérable. Ce fut un véritable bond technologique qui transforma la guerre, l'agriculture et les arts. L'étain devint si précieux qu'on se battit pour ses gisements, et les routes commerciales menant aux mines d'étain, comme celle de Cornouailles en Grande-Bretagne, revêtaient une importance capitale. Au fil des siècles, l'étain conserva sa valeur. On l'utilisa comme revêtement protecteur contre la corrosion. Le fer blanc, cette fine feuille d'acier étamé dont on fit les boîtes de conserve, en est l'exemple parfait. Il servit aussi à fabriquer des soudures tendres pour assembler les métaux, à produire des miroirs et même à créer des tuyaux d'orgue et des pièces de monnaie. Mais sa véritable renaissance survint au XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique. Plus de 50% de la consommation mondiale d'étain revient désormais à ce secteur. Les soudures. Voilà son rôle principal. Votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision. À l'intérieur, des milliers de composants électriques sont reliés entre eux. Ces connexions sont réalisées grâce à la soudure, le plus souvent un alliage d'étain et d'autres métaux. Par exemple, du plomb autrefois, aujourd'hui principalement du cuivre, de l'argent ou du nickel. L'étain convient parfaitement aux soudures, car il possède un point de fusion relativement bas, ce qui permet de le fondre facilement et de former des connexions sans endommager les composants électroniques sensibles. De plus, l'étain mouille les métaux, c'est-à-dire qu'il s'étale aisément sur la surface en créant une liaison électrique et mécanique solide. Il offre également une bonne conductivité électrique et résiste à la corrosion. L'électronique moderne utilise ce que l'on appelle des soudures sans plomb, ce qui constitue une avancée majeure pour l'environnement. L'étain est le composant principal de ces alliages. Sans connexion soudée fiable, toute l'architecture complexe des circuits intégrés s'effondrerait tout simplement, et votre appareil ne serait plus qu'un amas de composants inutiles. L'étain sert à recouvrir d'autres métaux, notamment le cuivre, sur les circuits imprimés. Cela protège les pistes de cuivre de l'oxydation et facilite le processus de soudure. On l'utilise également pour revêtir les connecteurs, ce qui améliore leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion. L'étain n'est pas un élément très abondant dans la croûte terrestre. Son principal minéral est la cassitérite, c'est-à-dire l'oxyde d'étain. C'est un minéral assez dense,
que l'on trouve souvent dans des gisements alluvionnaires, ce qui signifie qu'il peut être extrait des sédiments fluviaux ou d'anciens rivages marins. Plus de 70% de la production mondiale d'étain est concentrée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud: la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et le Pérou. Cela rend le marché de l'étain particulièrement sensible aux événements politiques et économiques dans ces régions. L'extraction de l'étain commence par la phase d'exploration. Les géologues, armés de technologies modernes, mènent des études, des forages et des analyses d'échantillons de sol et de roches afin de localiser les gisements où la concentration de cassitérite est suffisamment élevée pour permettre une exploitation économiquement rentable. Une fois le gisement identifié, son exploitation débute et peut emprunter 2 voies principales selon le type de gisement. La première, et la plus courante, consiste à extraire l'étain des gisements alluviaux. Imaginez, pendant des millions d'années, la cassitérite, arrachée aux roches-mères par l'eau et l'érosion, s'est accumulée dans les lits des rivières, au fond des lacs ou sur d'anciennes berges marines. Il se déposait comme du sable sous forme de placers. L'extraction de ces gisements est souvent moins complexe que celle des mines souterraines. On y utilise d'immenses dragues, de véritables usines flottantes qui aspirent des tonnes de terre et de gravier au fond des cours d'eau. Ou encore des monitors hydrauliques, de puissants jets d'eau sous haute pression qui lessivent les sols des berges ou des flancs de collines contenant de la cassitérite. La masse de roches ainsi délayée passe ensuite par un enrichissement primaire, où des méthodes gravitationnelles, exploitant la différence de densité, séparent la cassitérite de la gangue plus légère. C'est l'équivalent industriel de l'orpaillage, mais à une échelle gigantesque. La seconde méthode consiste à extraire le minerai de gisement primaire, où la cassitérite se trouve directement dans la roche dure. On y exploite alors des mines souterraines traditionnelles, comme pour l'extraction d'autres métaux. Les mineurs, forains des tunnels et des trous de mine dans la roche, utilisent des explosifs pour fragmenter le filon, puis des chargeuses récupèrent le minerai et le remontent en surface. Cette extraction est plus coûteuse et complexe, nécessitant un équipement puissant et le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Après l'extraction, le minerai, quelle que soit son origine, est acheminé vers l'usine de traitement. Il y est d'abord concassé, puis broyé en une poudre très fine dans des broyeurs, afin de libérer les cristaux de cassitérite de la roche environnante. Différentes méthodes d'enrichissement sont ensuite appliquées. La première méthode est la séparation par gravité. La cassitérite étant un minéral relativement dense, on la sépare des minéraux plus légers à l'aide d'eau. Cette opération peut s'effectuer sur des cribles vibrants, des tables à secousses ou des séparateurs en spirale. La deuxième méthode est la flottation. Pour enrichir davantage le minerai ou séparer la cassitérite d'autres minéraux, on utilise parfois la flottation. La cassitérite adhère sélectivement aux bulles d'air et remonte à la surface sous forme de mousse. Au terme de tous ces procédés, on obtient un concentré d'étain contenant plus de 50% de cassitérite, voire davantage. Ce concentré est ensuite acheminé vers une usine métallurgique pour produire de l'étain métallique pur. Là, le concentré, qui est un oxyde d'étain, est mélangé avec du charbon, qui joue le rôle de réducteur, et des fondants. Les fondants sont des substances qui facilitent la séparation des impuretés. Ce mélange est chauffé dans des fours spéciaux à des températures élevées, généralement autour de 1300 degrés Celsius. À ces températures, le carbone capte l'oxygène de l'oxyde d'étain, libérant ainsi l'étain métallique pur, qui fond et s'écoule au fond du four.
Le plomb brut fondu obtenu contient encore des impuretés d'autres métaux. Il passe donc par une étape cruciale supplémentaire, le raffinage. Il peut s'agir d'une purification thermique, où le plomb est chauffé à des températures précises pour que les autres métaux se séparent ou remontent à la surface. Ou plus fréquemment, d'un raffinage électrolytique qui permet d'atteindre une très haute pureté de l'étain. Une haute pureté, c'est-à-dire quasiment 100% dans ce cas, vous imaginez ? Cela s'avère absolument essentiel, en particulier pour l'industrie électronique, où les moindres impuretés peuvent affecter la conductivité électrique et la fiabilité des composants. Chaque seconde dans le monde, plus de 57 tonnes d'acier sont produites. C'est le poids de 10 éléphants par seconde. Mais voici ce qui est étonnant. Le métal qui soutient ta maison, ta voiture et même ta vie, littéralement, est né au cœur d'étoiles explosives il y a des milliards d'années. Oui, chaque atome de fer dans ton sang, c'est un artefact cosmique. Et maintenant, sous tes pieds, à 3000 km de profondeur, une boule de fer liquide chauffée à 6000 degrés crée le champ magnétique qui te protège de la radiation cosmique mortelle en ce moment même. Chaque année, l'humanité produit 1,8 milliard de tonnes d'acier. De quoi entourer la Terre 7 fois. Mais il y a un sombre secret. Les réserves mondiales de fer ne sont pas infinies. Et ce qui se passe dans les hauts fourneaux hauts, comme un immeuble de 30 étages à 2000 degrés, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Reste jusqu'à la fin. Tu découvriras pourquoi le fer pourrait disparaître plus vite que tu ne le penses, et ce qui arriverait à la civilisation sans lui. Le fer, c'est un véritable hipster cosmique. Il est né dans les étoiles géantes, et c'est le dernier élément qu'une étoile peut créer avant d'exploser en supernova. En fait, chaque atome de fer dans ton sang, oui, ton sang contient aussi du fer. C'est un morceau d'ancienne matière stellaire. Quand notre planète s'est formée, l'élément le plus lourd, le fer, a coulé vers le centre, formant le noyau externe et interne. Imagine-toi, sous tes pieds, à une profondeur de près de 3000 km, se trouve une boule de métal liquide chauffée à 6000 degrés Celsius, en mouvement constant. C'est le noyau. Son mouvement crée le champ magnétique terrestre qui nous protège de la radiation cosmique. Autrement dit, le fer rend littéralement notre vie possible. Les tout premiers objets en fer, découverts par les archéologues, par exemple les artefacts de l'Égypte antique, étaient fabriqués à partir de fer météoritique. C'est du fer pur qui est tombé sur Terre, et il n'était pas nécessaire de le fondre. Les anciens le considéraient comme un don du ciel. Pour extraire le fer à la surface, l'humanité a appris à créer quelque chose qui ressemble à de l'art industriel, des carrières gigantesques. D'abord, on étudie le gisement, puis on procède à des travaux de forage et d'explosion. Oui, de vraies explosions. Ensuite, le minerai, qui ressemble à une pierre rouge-brun ordinaire, est transporté par des excavateurs géants. Le fer se trouve rarement à l'état pur. Il est caché dans les minéraux, et pour le libérer, il faut une approche très agressive. Une carrière peut être aussi profonde que la tour Eiffel, et aussi large qu'une petite ville entière. C'est vraiment époustouflant. Le minerai, qui n'est que de la roche contenant du fer, doit être transformé en métal pur. Cela se passe dans les hauts fourneaux, des géants cylindriques hauts comme 30 étages, qui fonctionnent 24 heures sur 24 pendant des décennies. Comment ça marche ? Le minerai, le charbon spécial pour la température et les additifs pour séparer les impuretés sont chargés par couches par le haut. Par le bas,
On insuffle de l'air chauffé à 1300 degrés qui fait brûler le coke. À l'intérieur du fourneau, la température atteint 2000 degrés. Sous l'effet d'une telle température, le fer se sépare de l'oxygène. 2 à 3 fois par jour arrive la coulée. C'est-à-dire que, de la partie inférieure du fourneau, s'écoule de la fonte liquide. Ce spectacle, c'est comme une rivière de lave en fusion qui brille d'une lumière orange vif. C'est du métal pur, chaud, ardent. À ce moment, l'air se remplit d'étincelles, de petites particules de métal qui se détachent du flux. C'est un spectacle qui fait se sentir n'importe quel ingénieur comme un dragon. Ce qui s'écoule du haut fourneau s'appelle la fonte. C'est un alliage de fer avec une forte teneur en carbone, plus de 2%. La fonte est très solide mais fragile. Pour qu'elle devienne flexible et résistante, il faut la transformer en acier. L'acier, c'est du fer qui a maigri en perdant son carbone en excès. On fait fondre la fonte à nouveau, et dans d'énormes mélangeurs, on insuffle de l'oxygène pur pour brûler le carbone en excès. Après cela, l'acier obtenu arrive au laminoir. Si le haut fourneau est le cœur, alors le laminoir est la salle de sport du métal. Qu'est-ce que le laminage ? C'est un procédé où les ébauches d'acier chauffé passent à travers une série de cylindres puissants sous une pression énorme. Le métal chauffé au rouge, épais comme une brique, passe à travers les cylindres et s'étire comme de la pâte, se transformant en feuilles minces, rails, poutres, armatures ou fils. À la sortie, nous obtenons des matériaux de construction avec lesquels on construit des gratte-ciel, des ponts et des stades. 90% de tous les métaux utilisés dans le monde moderne, c'est de l'acier. Tu peux te dire, ok, tout ça c'est pour les usines. En quoi ça me concerne ? Ta maison, la structure de ton complexe résidentiel, l'armature dans les murs, c'est de l'acier. Ton transport, les automobiles, trains, métros, coques de navires, c'est de l'acier. Ton Internet, les antennes sur lesquelles reposent les tours de téléphonie mobile, les châssis métalliques des serveurs, où sont stockées toutes tes vidéos TikTok et tes streams, c'est de l'acier. Ta santé. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'hémoglobine dans ton sang contient du fer qui transporte l'oxygène dans le corps. Sans fer, tu ne peux pas respirer. Le corps d'un adulte moyen contient environ 3 ou 4 grammes de fer. C'est suffisant pour faire un petit clou. Mais ce fer est d'une importance critique. Il fait partie de l'hémoglobine, et si on imagine que ce sont des micro-taxis, alors il transporte l'oxygène vers chaque cellule de ton organisme. Sans ces 4 grammes, game over. Les porte-avions, les plus gros navires militaires au monde, peuvent avoir un déplacement de plus de 100 000 tonnes, et la part du lion de ce poids revient aux alliages d'acier spécialisés. Ces alliages doivent être à la fois solides pour résister aux chocs et flexibles pour ne pas se fissurer sur les vagues marines. Le fer a parcouru le chemin de la poussière stellaire au noyau de la planète, de la carrière gigantesque aux rivières de métal en fusion qui s'écoulent des hauts fourneaux. Il est le héros invisible de tous les progrès technologiques que tu considères comme acquis. L'acier est le matériau le plus recyclé de la planète. Chaque année, plus d'acier est recyclé que tous les autres matériaux réunis. Aluminium, verre, papier, plastique. Cela fait de lui la superstar de l'économie circulaire. La production mondiale d'acier dépasse annuellement 1,8 milliard de tonnes. C'est une quantité si énorme que si on l'entassait dans des conteneurs de fret standard,
On pourrait entourer la Terre, à l'équateur, plus de 7 fois. L'utilisation de l'acier est souvent un indicateur du développement économique d'un pays. Pendant la révolution industrielle, c'était une ressource clé. Et aujourd'hui, la Chine produit plus d'acier que tous les autres pays réunis. La métallurgie moderne travaille à la création d'alliages intelligents. Par exemple, les scientifiques ont développé un acier capable de guérir les petites fissures sous l'effet de la chaleur, comme Terminator, mais dans la vraie vie. Vous voulez en savoir plus ? Écrivez-nous. Le fer, c'est un véritable joueur discret. Il n'attire jamais autant l'attention que l'or ou les diamants, mais c'est précisément lui qui est l'élément qui maintient notre monde ensemble. Du noyau ardent et profond de la Terre au clou microscopique dans ton mur, le fer est le roi de la masse et de la fonctionnalité. Chaque année, le monde produit plus d'1 million de tonnes de magnésium métallique. Mais seuls quelques-uns savent que la majorité de ce métal naît en un seul endroit, dans la province chinoise du Shaanxi. Là, parmi les montagnes et la fumée, des fours chauffés à 800 degrés brûlent sans cesse. Ici naît le métal, qui est 4 fois plus léger que l'acier, mais suffisamment solide pour soutenir les ailes des avions Airbus et protéger les coques des navires contre la corrosion. Comment la Chine a transformé cet élément fragile en arme stratégique de l'industrie? Et que cachent vraiment ces usines enfumées qui fournissent du magnésium au monde? Restez jusqu'à la fin, la réponse va vous surprendre. Tout commence dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine, une région qui est le cœur de l'industrie du magnésium du pays. Ici se trouvent de nombreuses usines équipées de grands fours d'électrolyse qui fument sans interruption, d'une fumée grise épaisse, étincelant d'éclats métalliques. Ces usines peuvent être considérées comme des monstres industriels modernes. Par les fenêtres et les portes émane du métal brûlant, le grondement des machines, et le bruissement transforme le rythme urbain habituel en véritable fête de production. La magnésite est un carbonate de magnésium, largement répandu dans diverses régions du monde. Mais les plus grands gisements industriels se concentrent en Chine, en particulier dans la province du Shaanxi, qui produit plus de 60% de tout le magnésium chinois. Le processus technologique de production du magnésium commence par l'extraction de la magnésite, un sel naturel contenant le principal composant industriel, l'oxyde de magnésium. Après extraction, le minerai est broyé et refondu pour obtenir de la magnésite pure. À cette étape, il est important d'obtenir une magnésite avec un niveau de pureté d'au moins 85 ou 90%, ce qui est un indicateur acceptable pour le traitement électrolytique ultérieur. L'augmentation de la teneur en magnésium dans la matière première améliore la qualité du produit final et la productivité de toute la production. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'électrolyse. Ce processus consiste à décomposer l'oxyde de magnésium en magnésium métallique et en oxygène sous l'influence du courant électrique. C'est précisément ici, dans des cuves électrolytiques spéciales, que toute la puissance de l'électrotechnologie entre en jeu. À l'échelle industrielle, on applique l'électrolyse dans des cuves spéciales, où le magnésium est dissous dans du chlorure de potassium et de magnésium, fondu à une température d'environ 800 degrés Celsius. Dans la cuve électrolytique, le courant électrique passe entre l'anode et la cathode, provoquant la réduction et la libération du magnésium métallique à la cathode. Simultanément, l'oxygène se forme à l'anode. Le processus nécessite des volumes colossaux d'énergie électrique, 12 000 kWh par tonne de magnésium. C'est précisément à cause de cette intensité énergétique que la production de magnésium est coûteuse et nécessite un accès proche à des sources d'électricité bon marché.
Le résultat de l'électrolyse, ce sont des gouttes chaudes de magnésium pur, qui sont rapidement coulées dans des lingots métalliques. Ils ont une couleur argentée brillante, et leur légèreté et leur solidité fascinent de nombreux ingénieurs et concepteurs. Le magnésium métallique, produit après extraction, est immédiatement coulé en lingots d'une masse de 5 à 25 kg, ce qui facilite son transport et son utilisation ultérieure. Ces lingots arrivent dans les usines d'alliage aéronautique, d'électronique et de construction automobile. La production de magnésium est un cycle continu qui nécessite de grandes ressources énergétiques. Cependant, la Chine est équipée de centrales électriques modernes qui fournissent le volume nécessaire d'électricité sans interruption. Grâce aux propriétés uniques du magnésium, sa légèreté par rapport à l'acier et sa solidité, ce métal devient indispensable dans de nombreux domaines. L'un des plus innovants est l'industrie aéronautique. Des alliages solides et légers à base de magnésium sont utilisés pour fabriquer les ailes et autres structures supportant de lourdes charges des avions Airbus. Ces matériaux permettent de réduire le poids de l'avion, ce qui impacte directement la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de la sécurité environnementale des vols. Selon les statistiques, la Chine extrait plus de 10 millions de tonnes de magnésites par an, dont environ 25% vont à la production propre de magnésium. Le reste, la majeure partie est utilisée dans d'autres secteurs industriels, notamment la production de réfractaires et de ciment. Les usines chinoises de magnésium sont de véritables géants industriels qui non seulement produisent du métal, mais donnent aussi le ton à tout le marché mondial. Les autorités chinoises soutiennent activement le développement de ce secteur, investissant dans l'innovation, la modernisation écologique et l'expansion de la production. Grâce à cela, le magnésium non seulement maintient ses positions, mais atteint aussi un nouveau niveau, aidant le pays à influencer les tendances mondiales dans l'aviation, l'électronique et d'autres domaines clés. En regardant l'ampleur de la production de magnésium en Chine et en imaginant les usines du Shaanxi avec leurs fours fumants, il est difficile de ne pas admirer la puissance de l'industrie moderne. Des fours de 8 mètres sont constamment chauffés à haute température pour que l'électrolyse se poursuive sans arrêt, et des rangées interminables de lingots de magnésium sont transportés plus loin, vers les usines aéronautiques, les fabriques d'électronique et la production d'ordinateurs portables. Le magnésium est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre. Il occupe la 8e place en abondance parmi tous les éléments. Bien qu'il ne soit pas aussi dur que le fer ou l'aluminium, sa légèreté et ses propriétés uniques ont inspiré les ingénieurs à utiliser ce métal dans divers domaines, de la construction automobile aux technologies spatiales. Il est intéressant de noter que le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, ce qui permet de créer des structures légères mais solides. C'est extrêmement important pour l'aviation, où chaque gramme de poids compte. Les alliages à base de magnésium sont souvent utilisés dans la production d'avions Airbus, Boeing et même d'engins spatiaux de la NASA. Avec l'utilisation du magnésium, les avions deviennent plus économiques et leur empreinte carbone diminue, ce qui correspond à la tendance du développement durable. Dans un ordinateur portable moderne, le magnésium joue également un rôle important. Les alliages métalliques assurent la solidité du boîtier avec un poids minimal, rendant les appareils plus légers et plus pratiques pour les utilisateurs. Un autre fait intéressant est que le magnésium est souvent utilisé sous forme d'anode sacrificielle pour protéger les structures en acier contre la corrosion.
Grâce à sa nature électrochimique très active, le magnésium se corrode progressivement, protégeant la structure métallique de la rouille. C'est important pour les ponts, les pipelines et les navires qui subissent l'action destructrice de l'eau de mer. Actuellement, le magnésium est activement étudié en combinaison avec d'autres métaux légers, aluminium, titane, zirconium. Les alliages légers avec du magnésium peuvent résister à des températures élevées, ont une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique. En conséquence, ces matériaux sont utilisés dans des domaines de pointe, des voitures électriques et équipements sportifs, à la construction de drones ultra légers et à la robotique. Et si je vous disais que votre smartphone contient bien plus d'argent que vous ne l'imaginez, et que c'est justement l'argent, et non l'or, qui maintient toute cette électronique en place? Je me trouve actuellement à l'usine Heraeus de Hanau, en Allemagne. L'entreprise existe depuis 1851. Autrement dit, elle est plus ancienne que l'unification allemande elle-même. Et pendant tout ce temps, on y raffine des métaux précieux. Aujourd'hui, l'argent. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre téléphone de la même façon. Commençons par comprendre pourquoi l'argent s'est retrouvé dans l'électronique. L'or, c'est beau, ça ne rouille pas. Les joailliers et les banques centrales l'adorent. Mais l'argent possède une propriété qui le rend irremplaçable dans l'industrie. C'est le meilleur conducteur d'électricité parmi tous les métaux. Meilleur que le cuivre, meilleur que l'or, meilleur que n'importe quoi d'autre. Tout simplement le meilleur, sans discussion possible. Alors quand les ingénieurs conçoivent une puce électronique et qu'ils ont besoin que le courant passe du point A au point B, avec un minimum de pertes, ils pensent à l'argent. Dans un smartphone moderne, on trouve de l'argent dans les contacts, les soudures, les pattes conductrices et les revêtements. Pas énormément, mais sans lui, le téléphone ne fonctionne tout simplement pas. Maintenant, voyons d'où vient l'argent pour tout ça. Contrairement à l'or, les gisements d'argent pur sont rares. La majeure partie de l'argent mondial est extraite comme sous-produit lors de l'exploitation du plomb, du zinc ou du cuivre. Le minerai contient de l'argent en petite quantité, et il faut l'en extraire. Après enrichissement à la mine, on obtient ce qu'on appelle du doré, un alliage d'argent et d'or avec des impuretés. C'est donc ce doré qui arrive ici, à Hanau. Son aspect n'a rien de spectaculaire, des lingots crasseux de couleur gris-jaune qui ressemblent à des morceaux de vieux plomb. Et personne ne devinerait qu'à l'intérieur se cache de l'argent à 80 ou 90% de pureté. Première étape, la fonte et la coupellation. Les lingots de doré sont chargés dans le four. Température, environ 1100 degrés Celsius. À cette température, l'argent et l'or restent en alliage, tandis que le plomb et les autres métaux de base s'oxydent et passent dans les scories, où sont absorbés par la base poreuse, la coupelle. D'où le nom du procédé. À la sortie, ce qu'on appelle l'argent brut, d'une pureté de 98% et plus. Cela ressemble déjà à de l'argent, mais ce n'est pas encore ce dont l'industrie a besoin. Ensuite, le raffinage électrolytique. Et c'est là que l'usine se transforme en quelque chose qui ressemble à un laboratoire de chimie géant. Le long de l'atelier s'alignent des rangées de cuves d'électrolyte, une solution de nitrate d'argent. Dans chaque bain sont immergés des anodes en argent brut et des cathodes en métal pur ou en titane. Un courant continu traverse le bain. L'argent de l'anode se dissout dans l'électrolyte et se dépose sur la cathode sous forme de cristaux, purs, chimiquement quasi stériles. Les impuretés se comportent différemment. Certaines restent dans l'électrolyte, d'autres se déposent au fond du bain sous forme de boue. Et cette boue n'est pas un déchet. Elle concentre l'or, le platine, le palladium. On la collecte soigneusement pour la traiter à part. Autrement dit, la raffinerie ne rejette rien,
chaque parcelle impure est valorisée. Le procédé Möbius, c'est ainsi que se nomme cette technologie électrolytique, donne de l'argent à 99,9% de pureté. C'est déjà la norme, good delivery. Des lingots d'une telle pureté sont acceptés sur le marché londonien des métaux précieux et constituent l'étalon international de qualité. Mais pour l'industrie électronique, cela ne suffit pas toujours. Les fabricants de circuits intégrés exigent parfois 4 ou 5 9 après la virgule. L'argent subit alors une purification supplémentaire, fusion de zones ou précipitation chimique. C'est un travail déjà plus délicat, presque joaillier, où chaque nouveau 9 après la virgule s'obtient de plus en plus difficilement. Les cristaux d'argent déposés sur les cathodes sont retirés manuellement ou mécaniquement, selon la conception du bain. Leur aspect est stupéfiant. De délicates structures arborescentes, blanc argenté, semblables aux givres hivernales sur une vitre. C'est là de l'argent presque pur sous sa forme cristalline originelle, avant qu'on ne le refonde pour le couler en lingot ou le transformer en poudre, fil ou pâte selon les applications visées. Pour l'électronique, l'argent s'utilise le plus souvent sous forme de pâte conductrice. C'est un mélange de poudre d'argent fine et de liant qu'on applique sur des substrats par sérigraphie, presque comme l'impression sur t-shirt, mais avec du métal et sous microscope. D'ailleurs, si les détails du processus d'impression sur t-shirt vous intéressent, faites-le savoir en commentaire. Après application, la pâte est cuite au four. Les liants se consument et il ne reste que la piste conductrice en argent. C'est exactement ainsi que l'on fabrique les contacts dans les panneaux solaires, les condensateurs céramiques et une multitude d'autres composants. En moyenne, un panneau solaire contient environ 20 grammes d'argent, multiplié par des milliards de panneaux à travers le monde. Et l'on comprend pourquoi la demande industrielle d'argent augmente chaque année. Il faut évoquer à part les propriétés antibactériennes. L'argent tue les bactéries. On le savait déjà dans l'Antiquité, quand on conservait l'eau dans des récipients d'argent. Aujourd'hui, les ions d'argent sont ajoutés aux revêtements médicaux, aux textiles, aux filtres à eau et même à certains smartphones, pour que la surface retienne moins de microbes. Nous ne sommes plus dans l'électronique, mais dans un tout autre domaine d'application de ce même métal. Les panneaux solaires ont absorbé 197 millions d'onces d'argent en 24, près d'un cinquième de la demande mondiale totale. Une seule voiture électrique contient jusqu'à 50 grammes d'argent, 2 fois plus qu'une automobile classique à moteur thermique. Et il y a un hic, la pénurie d'argent. Le marché de l'argent consomme déjà plus qu'il n'en produit depuis 4 années consécutives. La demande du secteur solaire et des véhicules électriques croît plus vite que l'extraction ne parvient à suivre. Or, l'argent, contrairement à l'or, se consume pour l'essentiel de manière irréversible. Il se disperse dans les circuits, les panneaux et les contacts en quantité si infime que son recyclage n'est pas rentable. L'or des vieux téléphones se récupère et se refond, tandis que l'argent se perd tout simplement. La pénurie est donc bien réelle, et les analystes prévoient que la situation ne fera qu'empirer dans les années à venir, surtout si l'énergie solaire continue de progresser à ce rythme. J'observais les cristaux croître lentement sur les cathodes. Ce n'est pas un processus rapide, plusieurs jours par cycle. Mais le résultat, c'est un métal dont les impuretés représentent moins d'1 centième de %, et qui partira demain vers une usine en Corée ou à Taïwan, où il deviendra un composant qui finira dans votre prochain téléphone ou ordinateur portable. L'argent aura parcouru tout un chemin, d'un lingot brut de doré jusqu'au cristal sur la cathode, puis vers une pâte, puis vers une puce électronique. Et personne, en chemin, ne l'aura même remarqué. Voilà un métal discret, sans lequel l'électronique moderne ne pourrait tout simplement pas fonctionner.
Abonnez-vous à la chaîne. La prochaine fois, ce sera encore un matériau que vous ne vous attendiez pas à trouver dans les objets du quotidien. Chaque année, l'humanité extrait moins de 200 tonnes de platine, 10 fois moins que d'or. Et pourtant, c'est elle qui fait avancer la civilisation moderne. Elle ne rouille pas, ne fond pas même à une température supérieure à 1768 degrés et est capable de purifier l'air que nous respirons. Oui, peut-être qu'en ce moment même, à l'intérieur de votre voiture, travaille un minuscule morceau de platine, caché dans le catalyseur. Mais comment ce métal précieux parcourt-il le chemin depuis les mines sombres d'Afrique du Sud jusqu'à l'éclat des bijoux et au moteur du futur? Regarde jusqu'à la fin et tu découvriras ce qui changera ta perception de la valeur des métaux pour toujours. Le platine est un élément chimique de numéro atomique 78, qui appartient au groupe des métaux du platine, comprenant également le palladium, le rhodium, le ruthénium, l'iridium et l'osmium. Il est extrêmement rare. Ses réserves dans la croûte terrestre sont bien inférieures à celles de l'or, ce qui le rend exceptionnellement précieux. Le platine ne s'oxyde pas à l'air même à haute température, ne réagit pas avec la plupart des acides et bases. Cela le rend idéal pour une utilisation dans des environnements agressifs. Le platine a un point de fusion de 1768 degrés Celsius. Cela signifie qu'il résiste à des conditions extrêmes. Le platine accélère les réactions chimiques tout en restant inchangé. Cette capacité le rend indispensable dans l'industrie. Malgré sa solidité, le platine se travaille assez facilement, ce qui permet de créer les fils les plus fins ou des bijoux complexes. L'un des domaines d'application les plus importants du platine est la fabrication de catalyseurs pour automobiles. Vous ne le soupçonniez peut-être même pas, mais c'est précisément ce métal précieux qui protège chaque jour l'air que nous respirons. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque le moteur de votre voiture tourne, il dégage des gaz nocifs. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés. Ces substances sont les principaux polluants atmosphériques, contribuant à la formation de smog, de pluies acides et de problèmes de santé. Le catalyseur est un dispositif spécial installé dans le système d'échappement de la voiture. Sa partie interne se compose de nids d'abeilles en céramique ou de plaques métalliques recouvertes d'une fine couche de métaux précieux, platine, palladium et rhodium. Lorsque les gaz d'échappement chauffe traversent ces surfaces recouvertes de platine, une réaction chimique étonnante se produit. Les oxydes d'azote se décomposent en azote et oxygène inoffensif. Le monoxyde de carbone et les hydrocarbures se transforment en dioxyde de carbone et eau inoffensif. Sans platine dans les catalyseurs, les émissions de substances nocives des automobiles seraient des dizaines de fois plus élevées. Cette technologie a permis d'améliorer considérablement la qualité de l'air dans les villes du monde entier et constitue un exemple éclatant de la façon dont les matériaux de haute technologie aident à résoudre les problèmes écologiques mondiaux. L'extraction du platine est un processus extrêmement complexe, laborieux et coûteux, nécessitant des investissements importants et l'application de technologies de pointe. C'est l'une des raisons de son coût élevé. Le platine, comme la plupart des métaux précieux, se trouve rarement en forte concentration. Généralement, il est extrait de minerais où il est présent en très faible quantité, souvent seulement quelques grammes par tonne de roche. Le platine se trouve dans des formations géologiques spécifiques, telles que des roches intrusives ultra-basiques et basiques, ou dans des gisements alluviaux. Les géologues effectuent une exploration détaillée,
utilisant des méthodes géophysiques, des forages et des analyses chimiques d'échantillons pour déterminer la taille, la profondeur et la concentration du minerai. Cela peut prendre des années. Vous imaginez? Des années. Pour que vous ne respiriez pas d'oxyde d'azote pendant que vous allez au travail. L'extraction souterraine est la méthode la plus courante pour les gisements primaires de platine, car le minerai se trouve à des profondeurs considérables, c'est-à-dire de centaines de mètres à plusieurs kilomètres. On construit des mines, on creuse des tunnels et des galeries. On utilise des foreuses et des explosifs pour extraire le minerai. Ensuite, le minerai est transporté à la surface à l'aide d'ascenseurs ou de systèmes de convoyeurs. Certains gisements, où le minerai se trouve plus près de la surface, peuvent être exploités à ciel ouvert. Cela implique la création d'immenses carrières où la roche est extraite à l'aide d'excavatrices et de camions. Dans certaines régions, le platine est extrait de dépôts fluviaux ou de couches alluviales anciennes. Cela se fait à l'aide de dragues, d'excavateurs hydrauliques ou de méthodes de séparation par gravité, car le platine est plus lourd que la plupart des autres minéraux. Le minerai extrait arrive à l'usine de traitement, où il est d'abord broyé dans de grands concasseurs. Ensuite, le minerai est transformé en poudre très fine, dans des broyeurs à boulets ou à barres, ce qui est nécessaire pour libérer le platine des grains minéraux. La poudre de minerai broyée est mélangée avec de l'eau et des réactifs chimiques spéciaux qui adhèrent sélectivement aux particules de minéraux de platine. Le mélange est intensément agité, en y faisant passer de l'air. Les réactifs avec les particules de platine adhèrent aux bulles d'air et remontent à la surface, formant une mousse. Cette mousse est collectée et la roche stérile est éliminée. On obtient ainsi un concentré contenant une concentration beaucoup plus élevée de platine et d'autres métaux du platine dont nous avons parlé au début de la vidéo. Le concentré obtenu est ensuite traité. Il est fondu dans des fours spéciaux à haute température pour séparer les métaux des impuretés indésirables. Ensuite, suit un processus de raffinage en plusieurs étapes, purification chimique et électrolytique. Cette étape est la plus complexe, car le platine et les autres métaux du platine sont très similaires dans leurs propriétés chimiques, et leur séparation nécessite un équipement de haute précision et des réactifs spéciaux. Chaque métal du groupe du platine, c'est-à-dire platine, palladium, rhodium, ruthénium, iridium, osmium, est séparé individuellement jusqu'à une haute pureté, soit 99,99% et plus. Après les étapes complexes de raffinage, lorsque le platine a déjà été séparé de ses parents, les autres métaux du groupe du platine, et a atteint une haute pureté, arrive l'étape finale, mais non moins spectaculaire, lui donner sa forme finale. Cela peut être un lingot brillant, de petites granules ou des formes spéciales, prêtes pour une utilisation ultérieure dans les domaines les plus variés. Le processus de création de lingots de platine exige une haute précision et un contrôle rigoureux. Le platine purifié, qui se présente sous forme de poudre ou de petits morceaux, est placé dans des creusets spéciaux. Généralement fabriqués en matériaux céramiques de haute pureté ou en graphite, qui résistent à des températures extrêmement élevées. Ces creusets sont placés dans des fours sous vide ou à gaz inerte, où le platine fond à une température de près de 2000 degrés. La fusion elle-même est un spectacle captivant. Le métal se transforme en un liquide argenté blanc, intensément brillant, qui rayonne dans l'obscurité du four. Lorsque le platine est complètement fondu, il est soigneusement versé dans des moules préalablement préparés. Ces moules doivent également être extrêmement propres et résistants aux hautes températures.
On utilise souvent des moules en graphite qui refroidissent lentement, permettant au métal de cristalliser uniformément. Plus de 80% de l'extraction mondiale de platine revient à l'Afrique du Sud. D'autres producteurs importants sont la Russie, le Zimbabwe, le Canada et les États-Unis.